Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique en direct de ma chambre étudiante. Aujourd'hui, épisode numéro 2, l'idéologie coloniale française. Mais avant de commencer, je voudrais vous introduire l'évolution générale de l'idéologie coloniale. Donc, la colonisation au XIXe siècle n'est que l'aspect le plus spectaculaire du trait majeur du siècle, la domination que l'Europe exerce sur le reste du monde. Pourtant, au départ, la colonisation telle que les Européens l'avaient conçue depuis le début du XVIe siècle est en crise profonde, aussi bien sur le terrain, avec les indépendances américaines, que dans les esprits, avec le passage du mercantilisme au libéralisme. Mais cette crise, apparemment anticolonialiste avant l'heure, débouche sur une conception renouvelée de l'expansion, beaucoup plus extensive et complexe qu'auparavant, qui est l'impérialisme. Ce dernier est lui-même si varié et donne tellement d'aspects que je vais devoir vous les définir précisément. Donc, il y a le colonialisme, qui est une doctrine ou idéologie justifiant la colonisation, c'est-à-dire l'extension de la souveraineté d'un État sur des territoires situés en dehors de ses frontières. Et on a l'impérialisme, stratégie ou doctrine politique de conquête visant à former un empire ou une domination. J'ai défini les termes selon leur définition à l'époque concernée, car colonialisme et impérialisme sont des sujets très anciens, étaient déjà présents dans l'Antiquité et ont évolué avec leur temps. Maintenant que j'ai défini les termes, je vais vraiment attaquer le développement, avec les causes et conséquences du colonialisme, avant vraiment de traiter l'idéologie en tant que telle, pour finir avec une étude de cas de deux discours, d'un partisan et d'un opposant. Je parle bien de Jules Ferry et de Georges Clemenceau. Premièrement, les causes du colonialisme. Alors, il y a des causes humanitaires. Les Européens croyaient que les populations des autres continents étaient primitives et pensaient qu'ils avaient le devoir de les civiliser, ce qui est totalement faux. Car les populations africaines, par exemple, si je prends un exemple que je connais plutôt bien, se géraient et se gouvernaient depuis plusieurs milliers d'années. Les causes religieuses. Les Européens étaient en grande majorité chrétiennes. Ils voulaient convertir les autres peuples au christianisme. Et il y a eu de nombreuses missions qui ont fait tout pour que cela arrive. Il y a les causes économiques. À cause de la révolution industrielle, l'Europe a besoin de matières premières. Et quel continent où on trouve le plus de coton, caoutchouc, EVA, arachide ou huile de palme pour graisser les machines? Eh bien l'Afrique. Donc il fallait exploiter les ressources. Et enfin les causes politiques. Les puissances européennes installèrent des comptoirs au départ et des bases navales pour contrôler le commerce maritime et éviter la traite négrière entre parenthèses, et surveiller les régions lointaines. Poussés par le nationalisme, ils devaient pousser l'expansion de leur État. Vu que leur État c'est le meilleur du monde, il faut qu'il soit le plus gros du monde aussi. Deuxièmement, la colonie à la française. La France connaîtra dans son histoire deux empires coloniaux. Du 15e au 18e siècle, elle va avoir un premier empire colonial axé sur l'Amérique. Puis, à partir de 1830, un deuxième empire colonial, 1830 étant la conquête de l'Algérie. Sous la Seconde République, l'abolition de l'esclavage et la création de Libreville sont les principaux faits coloniaux qui se passent. Sous le Second Empire, il y aura des campagnes en Cochinchine dès 1862 et bien avant, dès 1853, l'annexion de la Nouvelle-Calédonie. Quant à la côte ouest africaine, un gouvernement militaire est mis en place au Sénégal. Mais c'est sous la Troisième République que l'empire colonial prend son extension, avec les voyages de Brazzaville, 1875-1880, la poussée française au Niger, 1878, 1881, protectorat sous la Tunisie, des guerres franco-malgaches, la conférence de Berlin, les guerres contre le Dahomey, la création de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française, ainsi que le traité de Fès, qui dit que on prend le Maroc, mais qu'en échange on donne un petit peu de Congo aux Allemands. C'est une sorte d'échange, un peu comme les cartes Pokémon. On s'échange ça comme des vulgaires bouts de papier. Mais le plus important est de noter qu'on a créé de très grands ensembles qui correspondent quasiment à une grande partie de l'Afrique. Et que pour créer des ensembles aussi vastes et aussi complexes dans leur organisation, il faut une idéologie forte et constituée. Troisièmement, l'idéologie coloniale française.
En effet, on va se concentrer sur la France, car l'idéologie évolue selon le pays et le contexte. Donc, après avoir été général, je vais me recentrer sur notre pays. L'idéologie coloniale est un système d'idées, de conception et de représentation qui promouvoit et défend l'idée des colonies. Ça s'est construit progressivement dans des contextes particuliers, liés bien sûr à l'évolution de la France et du monde au XIXe siècle. Car il ne faut pas oublier que l'Europe évolue au XIXe siècle, mais la construction et la façon de gérer un État en Afrique au XIXe siècle évolue aussi. Donc il y a une phase pré-impérialiste sous Napoléon III. Je vais citer Jean Martin qui avait écrit un livre sur l'histoire coloniale en 1987. Ce régime qui a multiplié par 3 l'étendue du domaine a sans doute écrit une page décisive de l'histoire coloniale. Il n'y a pas de politique coloniale vraiment. C'est plus s'intéresser au prestige international. Ça reste à Napoléon et il veut mettre en avant la France. Il y a l'idéologie des Saint-Simoniens et plus le canal de Suez qui s'avère être une réussite et donne à la France une influence économique et culturelle en Égypte. Bon, elle va s'affaiblir, merci les Anglais. En Afrique de l'Ouest, il y a des facteurs locaux qui poussent à la colonisation, comme protéger les comptoirs du Sénégal contre le djihad musulman. Mais il y a une grande prudence de Napoléon III par rapport à ses relations avec les Anglais. Il n'a pas envie de se froisser avec les Anglais. Donc, c'est pas une politique unie, mais plutôt on profite de l'ambiance favorable. C'est des initiatives ponctuelles, rarement préméditées, qui sont approuvées après coup par la métropole. La défaite de Sedan, l'amertume et l'exutoire colonial. On a peur de l'Allemagne après cette prise de raclée, parce que c'est l'ennemi qui grossit démographiquement et économiquement. L'annexion de l'Alsace-Lorraine est une injustice, bien que cette question s'estompe un peu dans les années 1890. Il ne faut pas oublier la politique bismarckienne. En gros, la stratégie c'est d'isoler la France. La France n'a pas d'alliés, donc aller attaquer les Allemands pour récupérer l'Alsace-Lorraine, on se retrouve comme en 1815, on a toute l'Europe contre nous. Donc, Bismarck lui fait comprendre, t'as le choix, c'est soit l'Alsace-Lorraine, la France, très bien, mais t'auras la guerre avec tous tes copains européens. Ou soit, tu vas en Afrique, là ça va, si tu ne clashes pas avec les Anglais, ça passe. Et donc, on a des Ferry, des Gambetta qui sont assez réceptifs de ce discours. Il y a un jeu de persuasion et de discours colonial, orchestré par des médias, des députés. Et beaucoup de monde commence à pousser avec un discours colonial qui va évoluer vers une idéologie coloniale. On passe du discours, c'est-à-dire des mots, à véritablement une structuration intellectuelle qui donnera une idéologie. 1874, Paul Leroy-Beaulieu publie De la colonisation chez les peuples modernes et devient une personnalité influente. Il y a plusieurs facteurs de progression des idées colonialistes parmi les parlementaires. Premièrement, la constitution d'un réel parti colonial. Deuxièmement, une disposition populaire à la revanche militaire face à l'Allemagne. Et oui, on l'a mauvaise l'Alsace-Lorraine, donc il faut progressivement tourner les gens, l'esprit des gens, en leur disant « Oh, l'Alsace-Lorraine, c'est pas top. Mais si on va faire des colonies, alors on va redorer le blason de la France. N'oublions pas qu'on est en pleine période du nationalisme. Donc, dire aux Français « Ouais, mais si c'est pour être une grosse nation, faut qu'on ait des colonies. » C'est un petit peu... On a un petit peu bourré le mou aux gens, voilà. Le parti colonial ou le façonneur d'idéologie. On est un peu aigre par rapport à la supériorité allemande, et le principal moteur intellectuel, c'est les mouvements de géographes. Parce que les géographes, ils ont dit, voilà, on commence à devenir une science, une matière enseignée, donc il faut qu'on trouve des terrains pour mettre en application nos nouvelles idées, et le meilleur endroit, bah, c'est l'Afrique. Parce que là, il n'y a aucune carte, il n'y a rien qui est fait, et on va avoir une possibilité de mettre en avant nos nouvelles capacités. Il y a aussi l'importance de l'économie. Il y aura des lobbies économiques qui vont faire comprendre qu'il y a des ressources et qu'il faut qu'on aille les exploiter. Parce que si on ne les a pas, ce sera les autres qui vont l'avoir. Je tiens à faire un point extrêmement important. Extrêmement important. Beaucoup de monde dit oui, la France, elle a colonisé des pays. Si la France n'avait pas fait les colonies, malheureusement, ou heureusement, hein, je ne juge pas, hein, on reste dans une démarche historique. Si c'était pas les Français, ça aurait été les Anglais. Ça aurait pas été les Anglais, ça aurait été les Allemands, les Hollandais, les Espagnols ou les Portugais. Donc de toute façon, l'Afrique était un petit peu acculée et dans une impasse. Donc je reviens sur mes lobbies économiques, c'est très important
Parce que dès qu'on a mis l'histoire de l'argent dans des colonies, il y a eu des conflits coloniaux avec tous les pays. Et les histoires coloniales sont une des origines de la Première Guerre mondiale. Point extrêmement important, la droite fut d'abord anticolonialiste. Contrairement aux idées reçues, elle, son idée, la droite, c'est la ligne bleue des Vosges, il faut récupérer l'Alsace-Lorraine, il faut aller mettre une fessée aux Allemands, ces histoires de colonies, on n'en a rien à faire, c'est l'Alsace-Lorraine qui compte. Je vais vous citer quelques personnes de droite avec ce qu'ils ont dit par rapport à la colonisation. On a Paul Déroulède qui répond à Jules Ferry « J'ai perdu 2 sœurs et vous m'offrez 20 nègres ». Les 2 sœurs sont l'Alsace-Lorraine. Le duc de Broglie « Les colonies affaiblissent la patrie qui les fonde, bien loin que de la fortifier. Elle lui soutire son sang et ses forces. » Paul de Cassagne s'adresse en 1883 à Jules Ferry. Au lieu de vous lancer à courir auprès des colonies nouvelles, agrémentées de prétendus gisements d'or que vous ne connaissez pas et de prétendues mines de houille que vous nous indiquez sur vos cartes fantaisistes, pour que l'opinion publique accompagne dans cette aventure lointaine, la France vous dira de ne pas regarder si loin. C'est en France qu'il faut regarder, c'est la misère qui est en France qu'il faut soulager. Dès lors, une large fraction de la droite resta hostile à l'empire colonial tel que le fut le général de Gaulle. Certes, ça va vous choquer, mais la gauche a été longtemps colonialiste. Parce qu'elle avait cette idée que un devoir, celui d'un aîné devant guider son cadet, non pas encore parvenu à l'éclairage et lumière. Victor Hugo a prononcé un discours parce que oui, Victor Hugo était colonialiste. C'est pas le tout d'aller lui jeter des pierres, ça sert à rien. Il faut toujours tout remettre dans un contexte. Faut pas oublier qu'on fait de l'histoire. Il faut remettre un contexte. Les idées d'il y a 70 ans, c'était dans un monde il y a 70 ans. La façon de faire il y a 200 ans, c'était dans le monde il y a 200 ans. Donc je reprends Victor Hugo et sa citation sur le colonialisme. Cette Afrique farouche n'a que 2 aspects. Peuplée, c'est la barbarie déserte, c'est la sauvagerie. Allez peupler, emparez-vous de cette terre, prenez-la. À qui? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne l'Afrique à l'Europe. Prenez-la, non pour le canon, mais pour la charrue. Non pour le sable, mais pour le commerce. Non pour la bataille, mais pour l'industrie. Versez votre trop-plein dans cette Afrique et du même coup résolvez vos questions sociales. Changez vos prolétaires en propriétaires. Faites des routes, faites des ponts, faites des ports, faites des villes. Croisez, cultivez, colonisez, multipliez. Et que sur cette terre de plus en plus dégagée des prêtres et des princes, l'esprit divin s'affirme par la paix et l'esprit humain par la liberté. Maintenant que j'ai un petit peu brossé le paysage de cette idéologie coloniale, on va étudier 2 textes qui, je pense, ont leur valeur concernant cette question. 4e partie, étude de cas, discours de Jules Ferry, extrait du discours qu'il a prononcé le 28 juillet 1885. Donc, on est encore dans une phase assez précoce dans la colonisation de l'Afrique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1885, de nombreux pays africains ont encore l'indépendance, comme le Dahomey ou le Bénin au sud du Nigeria. Alors, je vais surtout vous citer les passages qui relèvent de l'idéologie coloniale, c'est-à-dire cette idée qu'il faut civiliser et que les grandes nations ont intérêt à civiliser. Là, je cite Jules Ferry. « Il faut le dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Plus loin, rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, en se tenant à l'écart de toutes les combinaisons européennes, en regardant comme un piège, comme une aventure, toute l'expansion vers l'Afrique ou l'Orient, vivre de cette sorte pour une grande nation, croyez-le bien, c'est abdiquer, et dans un temps plus court que vous ne voulez le croire. C'est descendre du 1er rang au 3e et au 4e rang. » Là, on retrouve tout ce que je vous ai expliqué précédemment. Le discours civilisationnel et surtout cette idée qu'il faut coloniser pour être une grande nation. Et surtout, il y a une vraie inquiétude concernant les combinaisons et les affaires européennes. Parce qu'on sait très bien que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ces pays-là sont dans le top 5 des pays les plus puissants du monde. Et que s'il y a une guerre, avec la puissance et les moyens qu'ils ont, ça va être une boucherie. On le sait très bien. Et c'est pour ça qu'on essaye de trouver des exutoires. C'est pour ça qu'il y a la conférence de Berlin, par exemple, pour éviter une guerre totale en Europe. C'est un petit peu comme si on avait les États-Unis, la Chine et la Russie qui décidaient de se mettre sur la tronche. On sait très bien qu'avec la puissance qu'ils ont, ça va faire des dégâts, ça ne va pas être beau à voir. Donc, on doit trouver des exutoires.
Et comme l'Afrique est moins civilisée, on se doit de la civiliser à notre façon. Là, on parle bien de race supérieure et de race inférieure. Car on a jugé les civilisations africaines selon nos critères et pas leurs critères, ce qui déforme énormément le discours. Je vais maintenant vous lire le discours de Clémenceau. Je ne comprends pas que nous n'ayons pas été unanimement ici à nous lever d'un seul bond pour protester violemment contre vos paroles. Non, il n'y a pas de droit de nation dite supérieure contre les nations inférieures. Il y a la lutte pour la vie, qui est une nécessité fatale qu'à mesure que nous nous élevons dans la civilisation, nous devons contenir dans les limites de la justice et du droit. Mais n'essayons pas de revêtir la violence du nom hypocrite de civilisation. Ne parlons pas de droit, de devoir. La conquête que vous préconisez, c'est l'abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique sur les civilisations rudimentaires pour s'approprier l'homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui, au profit du prétendu civilisateur. Ce n'est pas le droit, c'en est la négation. Parler à ce propos de civilisation, c'est joindre à la violence l'hypocrisie. Il ne faut pas oublier que ce discours a été applaudi par les anticolonialistes et l'extrême gauche. C'est une réponse extrêmement intéressante car là on ne parle pas de ligne de bleu des Vosges, qui devait être la priorité du gouvernement normalement. Mais là, on a vraiment un discours qui parle du fait que, mais il y a des êtres humains en jeu. Et c'est un discours très rare parce qu'à l'époque, on ne considérait pas encore les Africains comme des êtres humains. Et là, Clémenceau s'en préoccupe un petit peu, chose extrêmement rare à l'époque. Il reprend très peu des codes de langage de l'anticolonialisme. Donc c'est une réponse très intéressante dans une vision. Et on peut placer cette idée humaniste qu'avec Clémenceau dans cet esprit qu'il aura quelques années plus tard quand il va défendre Dreyfus. Donc, pour conclure, je vais faire un rapide résumé de tout mon discours. La colonisation, pour pouvoir exister, et exister à un énorme niveau, parce que la France a été le deuxième plus gros colonisateur de l'histoire, il y a une idéologie qui s'est montée avec beaucoup d'arguments faux, on va être honnête, c'est monté sur du faux, et bien aidé par les circonstances. S'il n'y avait pas eu la défaite de Sedan, on aurait colonisé, mais autrement, et on aurait eu une autre vision. Ou peut-être qu'on se serait éloigné de la colonisation et on aurait fait une domination européenne. On ne sait pas, là on est totalement dans l'Uchronie. Donc on a un contexte, on a des idées et on a des oppositions, surtout des oppositions nationalistes. On doit se préoccuper de chez nous avant de nous se préoccuper d'ailleurs. Merci d'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, partager, ainsi que de vous abonner ou de suivre la page Facebook qui est dans la description. A plus, au revoir.